Bon, on se transporte directement en mai 2000. Imaginez un peu la scène, le son de la techno qui résonne dans des entrepôts, jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est exactement de ça qu'on va parler, en se basant sur un article de journal de l'époque qui a vraiment mis le doigt sur ce qui se passait avec la culture rave au Québec. Et ça, c'est une phrase tirée directement de l'article qui donne tout de suite le ton. Au début, la perception générale, c'était pas mal ça. Ah, les rêves, c'est juste une autre petite mode qui va passer. Mais vous allez voir, la réalité était, disons, pas mal plus complexe. Alors, est-ce que c'était vraiment juste une mode passagère ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus profond là-dedans? C'est la question que l'article soulevait et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Qu'est-ce qui se cachait derrière ces nuits de danse qui semblaient ne jamais finir? Pour vraiment saisir le phénomène, faut se replacer dans le contexte social de l'an 2000. L'article parle d'une génération sacrifiée. Des jeunes de 15, 20, 25 ans, les enfants du divorce, élevés dans une société de consommation. Ils se sentaient un peu perdus, déconnectés. Et, dans ce contexte-là, la techno, c'était pas juste de la musique, non, c'était un vrai refuge. Et cette phrase-là, tirée dans Manifeste de Rovers, elle capture vraiment l'esprit du mouvement. On voit bien que c'était pas juste pour faire la fête, non, il y avait une vraie philosophie derrière. C'était une recherche de communauté, une façon de célébrer la vie, de trouver du beau dans un monde qui leur paraissait souvent assez laid et incertain. Alors, concrètement, ça ressemblait à quoi cette philosophie? Parce que oui, le mouvement rave avait des valeurs claires qui allaient bien plus loin que juste le beat de la musique. Et là, l'article fait un parallèle assez fascinant avec le mouvement hippie des années 70. Quand on regarde les valeurs, paix, amour, liberté, esprit de communauté, c'est quasiment copié-collé. La grosse différence, par contre, c'est que dans les années 2000, on avait l'impression que le mouvement rave, lui, était vraiment là pour rester. On le voyait comme quelque chose de durable, pas juste une parenthèse dans l'histoire. Mais d'où ça vient tout ça? Comment cette vague a-t-elle déferlé sur le Québec? Eh bien, ça a commencé au milieu des années 80 dans les clubs de Chicago. Ensuite, ça traverse l'Atlantique, direction l'Angleterre pour le fameux Summer of Love. Et finalement, en 1991, boum, le premier rave débarque à Québec. C'était le début de toute une époque. Bon, maintenant, on zoome sur la scène québécoise. Concrètement, ça ressemblait à quoi un rave à Québec en l'an 2000? On ne parle pas de petites soirées dans un sous-sol, là. Non, non. Chaque événement, c'était entre 1000 et 2000 personnes. Imaginez toute cette foule, souvent dans des entrepôts ou des endroits un peu secrets, tous rassemblés pour la musique. L'ampleur du phénomène était vraiment impressionnante. Et le prix d'entrée, c'était environ 30 $. Mais attention, pour ce 30 $, on n'avait pas juste accès à 1 heure ou 2. On achetait la nuit au complet. Un vrai marathon de musique et danse du début à la fin. 12 heures. Pensez-y, c'est une journée de travail et demie. C'était pas juste une sortie, c'était un véritable engagement. Une immersion totale, du soir jusqu'au petit matin. Et l'ambiance dans tout ça? L'article cite une phrase qui résume tout. Le monde se regarde en dansant et rit. Ça en dit long. D'abord, il n'y avait pas d'alcool de servi. Ça changeait tout. Moins d'agressivité, pas de bagarre. Les gens étaient là pour la musique, pour l'expérience, pour connecter. Les promoteurs insistaient beaucoup là-dessus, et même les rapports de police de l'époque montraient qu'il y avait très peu d'incidents. Mais là, la question qui tue, comment tu fais pour danser pendant 12 heures d'affilée? Comment des milliers de personnes tiennent ce rythme-là toute la nuit? C'est là que l'histoire se complique un peu. On ne peut pas passer à côté. Il faut parler de l'ecstasy. C'était un peu l'éléphant dans la pièce. L'article le présente vraiment comme une épée à double tranchant. D'un côté, c'était la clé qui déverrouillait cette utopie, cette ambiance si spéciale, et de l'autre, c'était la source de toutes les craintes et de la controverse. L'ecstasy, ou MDMA, c'était la substance de choix dans les rêves, et quand on regarde les effets décrits dans l'article, on comprend pourquoi. Ça augmentait les perceptions, ça créait un sentiment d'empathie intense envers les autres et ça donnait l'énergie nécessaire pour danser jusqu'au lever du soleil. C'était comme si la drogue avait été conçue pour le mouvement. Et ce témoignage de Nathalie, une jeune de 21 ans de Québec à l'époque, est vraiment parlant. Elle dit « L'ecstasy, j'adore ça. Quand tu es sur l'ecstasy, tu te sens vraiment empathique. C'est un retour à l'enfance, on devient super naïf. » On voit bien l'attrait. C'était une façon de retrouver une sorte de pureté, de naïveté et de connecter avec les autres sans filtre. Sauf que cette utopie chimique avait un côté beaucoup plus sombre. Et le danger est devenu très, très réel. En octobre 1999, un drame survient. Un étudiant mort d'une surdose d'ecstasy dans un rêve à Toronto. Ça a créé une véritable onde de choc, ça a déclenché une enquête publique et soudainement, la perception de ces parties a complètement changé. Et pour ajouter une couche de complexité, il y avait une réalité encore plus sombre, une contradiction flagrante.
L'article le dit noir sur blanc. Le trafic de drogue dans ces événements était contrôlé par les gangs de motards criminalisés. Imaginez le contraste. Des milliers de jeunes qui célèbrent la paix et l'amour dans un environnement où la drogue est fournie par le crime organisé. C'est assez troublant. On se retrouve donc face à cette énorme contradiction. D'un côté, on a l'idéalisme pur, la communauté, la paix, la recherche d'un lieu où on se sent bien. Et de l'autre, la dure réalité, les dangers de la drogue et l'ombre du crime organisé. Mais au bout du compte, qu'est-ce que les gens cherchaient vraiment? Les promoteurs le résumaient de façon assez simple. On veut seulement danser. L'idée de base, c'était juste d'avoir du fun, de laisser les problèmes à l'entrée et de profiter de ce paradis artificiel le temps de quelques heures. Ce qui nous laisse avec la grande question, même plus de 20 ans plus tard. Est-ce que c'était vraiment l'évasion pacifique d'une génération qui cherchait sa place, ou est-ce que c'était une dangereuse illusion, une belle bulle fragile qui était, en fin de compte, alimentée par des forces beaucoup plus sombres? Le débat reste ouvert.